Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Nous sommes le lundi 1er octobre 2018. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par l'avertissement légal sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on va passer tout de suite à l'analyse technique des webinaires, pardon, des, euh, des crypto-monnaies majeures. On va faire un tour d'horizon du top 10, comme d'habitude. Tout d'abord, je vous salue la salle de trading. Bonjour à vous, Brigitte. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser via la boîte de dialogue et j'y répondrai eh bien, le plus rapidement possible. Euh, alors, sur une semaine glissante, on voit qu'on a le XRP qui surperforme sa seule devise parmi les majeurs, parmi les majeures crypto-monnaies qui rebondit, qui est même dans le vert. On le voit, XRP qui prend 0,41% sur une semaine glissante. À l'inverse, on a l'Ether qui est la devise, la crypto la plus baissière, à moins 1,31%. Voilà, donc on a toujours une surperformance du XRP. Concernant la capitalisation boursière, voici la tendance depuis le début de l'année. Donc, si on se met en logarithmique, on va se mettre un petit peu plus grand. Vous voyez que la capitalisation boursière, on va dire, se consolide. Voilà, elle consolide un petit peu au-dessus des 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. On n'a pas vraiment de tendance à court terme, si ce n'est le rebond du XRP. On a le Bitcoin qui consolide, l'Ether, on l'a vu, qui retrace légèrement sur une semaine, mais bon, globalement, il consolide également. Voilà, je pense que, alors déjà, au niveau du Bitcoin, pour ceux qui n'ont pas suivi mon analyse technique de long terme, je vous invite à regarder mon webinaire, le replay de mon webinaire qui est disponible sur YouTube. Concrètement, je suis haussier. Je suis haussier sur du long terme tant que les 6000 dollars sont maintenus. Je vais faire un petit point rapidement, mais voyez, on a cette oblique haussière. Et eh bien le cours y approche, comme vous pouvez le constater. Donc si on se met sur du plus court terme, on voit que cette oblique, elle vient croiser les 6000 dollars aux alentours de novembre de cette année. Donc voilà, là on est sur un niveau timing qui devient de plus en plus important pour le Bitcoin. On a un support ici qui est globalement la ligne de coup d'un triangle descendant. Et on a cette oblique baissière du triangle descendant. L'oblique baissière qui est également accompagnée de la moyenne mobile à 200 jours. Donc en fait, cette oblique en noir et cette moyenne mobile en noir sont les deux résistances majeures pour le Bitcoin. Si on a le cours qui dépasse ces deux résistances, c'est tendance, enfin perspective haussière, non seulement pour du court, mais également du moyen et long terme. Voilà, donc Bitcoin à 6000 dollars, je trouve que ça se paye sur du court terme pour viser cette oblique. Si on a dépassement de l'oblique et de la moyenne mobile, stratégie acheteuse jusqu'à globalement, on peut très bien viser à long terme, j'ai bien un retour à 20 000 dollars. Bon, en tout cas, techniquement, je parle bien, c'est possible de viser ce niveau de prix au-dessus de 6 000 dollars. Normalement, un triangle descendant, il y a plus de chances qu'il y ait une cassure à la baisse. Maintenant, encore une fois, c'est des probabilités. C'est pas parce qu'on a un triangle descendant qu'il faut shorter le cours. D'accord? Il faut attendre la cassure. La cassure du support. S'il n'y a pas de cassure du support, mais plutôt la cassure de l'oblique, c'est possible. C'est possible. C'est pas rare. C'est pas rare. Certes, il y a une majorité du temps où ça sort par le bas, mais il y a quand même une probabilité importante. Il me semble que c'est de l'ordre de au moins 40%, 40% de probabilité qu'on ait une sortie par le haut. Donc ce n'est pas non plus négligeable, vous voyez. C'est pas non plus une probabilité négligeable, c'est pas un scénario qui est improbable. Donc voilà, il suffit juste d'attendre le timing. Donc d'un point de vue technique, soit on achète le pullback à 6000 dollars en espérant qu'on ait le breakout, ou soit on attend le breakout pour payer. Payer le breakout, ça permet d'avoir un stop peut-être, alors qui sera un peu moins serré que si on paye les 6000 dollars, parce que si on paye les 6000 dollars, concrètement le stop, il se met sous le récent plus bas. Ouais, donc c'est un stop à environ 5500 dollars, donc en clair, ça fait un stop de 500 dollars. Alors que si on paye le breakout, il faudra mettre un stop peut-être de 1000 dollars. Vous voyez, donc on aura un stop peut-être un petit peu plus écarté, mais au moins en termes de timing, on n'aura pas à attendre peut-être un mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois pour attendre ce breakout. Voilà, donc Bitcoin, c'est qui tout double. Soit on achète les 6000 dollars ou soit on attend le breakout. En tout cas, si vous achetez les 6000 dollars, mettez un stop en dessous parce que si on sort par le bas, on n'ira pas chercher simplement les 5500 dollars. On ira chercher peut-être 5000, voire même beaucoup plus bas.
Donc voilà, si vous décidez d'acheter les 6000, protégez-vous quand même d'une éventuelle sortie par le bas, parce que quand même le triangle descendant, il y a une probabilité plus importante qu'on sort par le bas. Voilà, si on sort par le haut, si on sort par le haut de ce triangle, eh bien le Ripple, j'ai écrit un article à ce sujet que j'ai publié il y a quelques minutes. Le Ripple et tout le marché des crypto-monnaies devraient avoir un nouveau coup de fouet, parce que voilà, on devrait avoir probablement une impulsion si c'est le cas. Et donc le Ripple, personnellement, c'est perspective haussière. Là, on voit qu'on est sorti par le haut du canal dimanche. Alors c'était une légère cassure, vous voyez, légère cassure au-dessus. Je ne sais pas si on peut la comptabiliser. En tout cas, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ça c'est sûr. Le RSI est à 71. RSI 71, c'est comment dire, c'est un RSI qui est bullish. C'est un indicateur, voilà, c'est une indication comme quoi on est dans une tendance haussière. D'un point de vue Ishimoku, la lagging span est au-dessus également du nuage. Donc voilà, vous voyez que concrètement, les indicateurs de tendance nous indiquent qu'on est haussier, qu'on est haussier. Alors, est-ce que on a fait le point haut? C'est possible. En tout cas, si on suit qu'analyse technique et qu'on suit la tendance, il faut plutôt privilégier les stratégies acheteuses. Donc soit on attend le pullback, vous voyez à ce niveau de support dont le marché avait payé. Vous voyez, c'était le support à la base du mois d'avril. Ou soit on attend le breakout, c'est-à-dire un nouveau plus haut journalier, c'est-à-dire un dépassement des 0,60 $. Si tel est le cas, l'objectif à 1 $ est cohérent. Au niveau de l'Ether, l'Ether, on reste dans une configuration qui est plutôt baissière, comme on peut le constater. On a des creux et des sommets qui sont de plus en plus bas. On a également un prix qui est au-dessus de sa moyenne en dessous de sa moyenne mobile à 50 ou même à 200 jours. On est en dessous du nuage, même à la Greenspan. Donc voilà, la tendance est indiscutablement baissière. Maintenant, attention, parce qu'on a quand même un momentum qui rebondit alors que le prix est en hausse. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Une divergence haussière, ça généralement, encore une fois, on est toujours dans la probabilité dans l'analyse technique. On n'est jamais dans la certitude. On joue avec les probabilités quand on trade avec l'analyse technique. Donc les divergences, généralement, ça apparaît avant un retracement ou avant un renversement de tendance. Voilà, encore une fois, c'est de la probabilité, c'est généralement le cas. C'est-à-dire que là, on est dans une tendance de fond qui est baissière. Lorsqu'on a une divergence qui est haussière, du coup, eh bien, ça indique qu'on aura un rebond, soit un rebond, une correction en fait, c'est-à-dire une petite phase de hausse, ensuite un retour à la baisse, ou soit on aura complètement un renversement de la tendance. C'est-à-dire que soit cette divergence indique qu'on a fait le point bas sur les terres, ou soit elle nous indique qu'on a simplement fait le point bas avant une nouvelle vague de baisse. Vous voyez. Donc soit en fait, pour illustrer un petit peu mes propos, il y a deux scénarios. Soit en fait on revient on continue ce retracement et ensuite on va à la baisse. C'est ce qu'on appelle une correction, vous voyez. Ou soit c'est renversement de tendance et on va chercher beaucoup plus haut. Voilà, donc là la tendance elle est baissière, vous voyez, depuis le mois de mai. Donc on a eu une baisse, la correction, la nouvelle baisse. Et là on a soit le début d'une nouvelle correction ou soit un renversement de tendance. En tout cas, pour affirmer qu'on a un renversement de tendance, j'attendrai que le prix dépasse sa moyenne mobile à 200 jours et que la lagging span sort par le haut de son nuage. Ça serait deux indications puissantes qui indiqueraient une tendance haussière. En attendant, ce qu'il faut retenir de cette divergence, c'est que c'est pas le moment de vendre. C'est pas le moment de vendre l'Ether. C'est-à-dire qu'on peut le vendre encore un petit peu plus haut. On peut attendre un signal baissier. Signal baissier qui pourrait être donné par un stochastique, par exemple, ou qui pourrait donner d'un point de vue du chantier japonais par voilà, une configuration comme un abattement baissier ou une shooting star, etc., etc. Bon, en tout cas, le nuage Ishimoku, ça sera une résistance parmi celles qu'on connaît, c'est-à-dire la moyenne mobile également à 200 jours. Voilà, donc Ether à court terme, je m'attends à un rebond. Vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours sera une première résistance, comme ce fut le cas au mois de juillet. Donc voilà, à surveiller de très près cette moyenne mobile. Si on a un dépassement, on pourra alors suggérer un retour dans le nuage. Concernant le Bitcoin Cash, vous voyez, on a eu un bon rebond en fin de semaine dernière, un bon rebond qu'on a eu sur le Bitcoin Cash. Toutefois, on reste encore une fois dans une tendance baissière. Parmi le top 10 des cryptos, il n'y a que le XRP qui semble assez convaincant.
Maintenant, il faut savoir que la tendance haussière du XRP a été générée par une réaction émotionnelle qu'on ne sait pas trop réellement la raison. Ouais, on a il y a eu plusieurs titres en même temps, donc on ne sait pas réellement quel catalyseur justifie cette hausse. En tout cas, on a une hausse. Euh, on a une hausse. Et donc voilà, sinon tous les autres cryptos, que ce soit Bitcoin, peu importe, on reste dans des tendances baissières puisque ces cryptos, ces cours en journalier évoluent sous leur moyenne mobile à 200 jours et sous leur nuage Ishimoku. Voilà, donc Bitcoin Cash, c'est le même topo que l'Ether, c'est le même topo que le Bitcoin, c'est-à-dire tendance baissière, creux, sommet de plus en plus bas. Et voilà, on a pareil une divergence bullish, tout comme l'Ether. Donc pourquoi pas s'attendre à un petit rebond du Bitcoin Cash. Ça peut être jusqu'à, vous voyez, le haut du nuage, hein, 684 $. Ça peut être jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. En tout cas, tant que reste en dessous de ces deux indicateurs, je resterai avec une perspective baissière sur du court et moyen terme. On va continuer le top 10. On va continuer le top 10. On va se mettre sur, vous voyez, EOS, Stellar et Litecoin. EOS, USD. Pareil, hein, même configuration, sous moyenne mobile à 200 jours, sous nuage Ishimoku, divergence, non pas de divergence, parce qu'on a également le prix qui rebondit, vous voyez, creux de plus en plus haut, et RSI de plus en plus haut. Donc on n'a pas de divergence. Résistance à 6,83 $, support, support aux alentours des 4,30. Stellar, donc XLM USD. Tendance baissière. On teste une oblique, donc là par contre ça devient intéressant pour le XLM, puisqu'on teste non seulement l'oblique mais également le nuage et la moyenne mobile à 200 jours. Donc ça va être important parce que en fait plus on va avoir de signaux bullish sur le top 10 des cryptos, là actuellement il y a combien de cryptos dans le top 10 qui évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours? Il n'y a que le XRP. Le XLM est en train d'attester, vous voyez. Mais pour moi on n'a que le XRP. Plus il y en aura qui évoluera au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, et plus on pourra avoir une perspective haussière. Voilà. D'ailleurs, ça serait assez intéressant. Il y a des indicateurs comme ça pour les marchés actions. Il y a des indicateurs, des sites qui réfèrent en fait parmi les actions du S&P 500. Donc il y a 505 actions dans le S&P 500. Parmi ces 505 entreprises, combien sont au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours, à 200 jours ou à 50? Et ça permet d'avoir une idée si la hausse ou la baisse du S&P est générée, oui, par une majorité ou non. Si par exemple on a un nouveau breakout, on a un nouveau plus haut annuel sur le S&P 500, mais que la majorité des entreprises du S&P 500, donc cotées parmi les 500, eh bien, sont en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours, eh bien, ça, vous voyez, ça remet un peu en cause la tendance finalement. Est-ce qu'elle est saine ou non? Ce qu'on aime, enfin ce qu'on préfère, c'est qu'on ait un nouveau record sur le S&P accompagné de nouveaux records sur les entreprises, sur une majorité d'entreprises du S&P. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les cryptos, c'est-à-dire qu'on a un top 10 et ce qu'on va essayer de savoir pour avoir un sentiment, voilà, un sentiment du marché, eh bien, c'est de voir combien de cryptos évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, mais dans une semaine, ça peut être 2, voire 3, voire 4, voire 5. Vous voyez? Et plus il y en aura, et plus ça permettra de construire, d'améliorer plutôt le sentiment sur le marché des cryptos. Voilà, donc je reviens à Technique, Stellar qui teste cette moyenne mobile, qui teste également son nuage. Si on a un breakout au-dessus, c'est signal haussier, direction 0,36 qui est la prochaine résistance qu'on peut constater, puis 0,46, etc., etc. La tendance est notre ami, donc suivons la tendance. Si on a un breakout haussier, c'est possible de mettre des stratégies acheteuses jusqu'à ces seuils. Voilà, maintenant il faut être conscient qu'on reste dans un marché qui est pour le moment baissier. Il suffit de voir, encore une fois, la captation boursière. Sur la captation boursière depuis le début de l'année, eh bien, bon, certes, elle s'aplatit, elle est flat depuis le début du mois, mais depuis le début de l'année, elle est baissière. Donc, faut garder à l'esprit que même si on met des stratégies acheteuses sur Stellar ou sur le XRP parce qu'on a des signaux haussiers, on reste dans un marché qui est baissier. Donc, prudence. Prudence, faut pas non plus être trop ambitieux dans un marché qui est baissier. Ça me fait penser au marché action, encore une fois. Dès qu'on a un S&P qui est baissier, souvent les institutionnels, enfin c'est pas souvent, c'est même les institutionnels font du coup du stop picking. Ça s'appelle en fait acheter des entreprises, en fait se focaliser sur quelques entreprises.
Il recherche la bonne opportunité parmi un indice. Par contre, quand on a un bull market, quand on a un S&P qui est haussier, eh bien, c'est statistiquement beaucoup plus rentable pour un fonds, beaucoup plus sûr de finalement acheter le benchmark parce qu'on sait que sur le long terme, il n'y a pas beaucoup, il y a très 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 peu de hedge funds qui arrivent à battre le S&P 500. Donc en fait, dès qu'on est dans un bear market ou un marché qui est en consolidation sur le S&P, souvent ce que font les institutionnels, c'est qu'ils font du stop picking, c'est-à-dire qu'ils vont faire leurs recherches et acheter des entreprises selon leurs études. Alors que quand on est dans un bull market comme ce qu'on a actuellement sur la S&P 500, eh bien, c'est statistiquement beaucoup plus sûr d'acheter l'indice plutôt que de faire du stop picking. Eh bien là, c'est un petit peu pareil, encore une fois. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que on est dans une tendance qui est baissière sur le marché des cryptos. Donc, bien qu'on ait des devises, des cryptos qui émettent des signaux haussiers comme le XRP et actuellement Stellar, prudence parce qu'on est dans une tendance baissière, mais voilà, ça va être possible d'en acheter puisque on est dans un marché qui est baissier. Donc, pour avoir la performance, faut soit shorter les cryptos, soit acheter ceux qui sont haussières. Et pour moi, il n'y a que le XRP et le Stellar. Par contre, il faut savoir que quand on a un marché qui est globalement baissier, c'est beaucoup plus compliqué pour certaines entreprises pour certaines actions ou pour certaines cryptos de progresser. Ouais, c'est pas parce qu'on a des signaux haussiers sur le XRP ou Stellar qui vont revenir en haut à leur sommet. Pour qu'ils reviennent à leur sommet, il faut, alors pas absolument, c'est possible qu'ils reviennent à leur sommet sans qu'on ait un marché qui est haussier, mais il y a beaucoup plus de chances que le XLM revienne à ses sommets annuels, c'est les sommets historiques, si on a un Bitcoin et un Ether qui sont haussiers, pardon. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est sur un niveau très important pour le Stellar. Si on a un breakout de cette oblique, de la moyenne mobile et du nuage, c'est stratégie haussière jusqu'à 0,36 $. On passe sur le Litecoin, puis le Cardano. Stellar, oblique baissière, moyenne mobile à 200 jours, nuage, voilà, tendance qui est baissière. Toutefois, on a là une divergence également haussière qui pourrait, voilà, qui soit nous invite à suggérer une correction, c'est en tout cas la première phase à anticiper, ou soit on a finalement, on est au début d'un bull market. On ne sait pas trop. Hein. En fait, on ne sait pas du tout au début au début d'un rebond, au début d'un mouvement en contre-tendance. On ne sait pas si c'est une correction ou si c'est un renversement de la tendance. On ne peut pas savoir. En fait, tout dépend de l'amplitude de la correction. Si on a une correction de plus de 60% de la précédente impulsion, on va estimer qu'on n'est plus dans une correction, mais dans un changement de tendance. Alors que si on court jusqu'au 38%, on va estimer qu'on est simplement dans une correction. Voilà, donc là, on va mettre par exemple le traitement de Fibonacci. Et vous voyez, 38%, ça donne un objectif vers les 100 $. Voilà, donc Litecoin, en tout cas, tant qu'il reste sous ces indicateurs moyenne mobile et moyenne mobile de 100 jours et nuages, la perspective à moyen long terme reste baissière. ADA, pareil, vous voyez, oblique baissière, moyenne mobile, nuage, c'est baissier. Et si on a le breakout de cette moyenne mobile à 50 jours qui est en rouge et de l'oblique, ce sera des premiers signaux haussiers, mais ce ne sera pas le début d'un rebond majeur. Donc le signal haussier pourrait suggérer un retour à 0,11, vous voyez, qui était le récent sommet ici, où il y a eu des vendeurs qui se sont manifestés. Et enfin, Monero. Monero, pareil hein, que le Litecoin, c'est-à-dire sous oblique, sous moyenne mobile, le nuage qui est à plat. Donc pour le coup, le nuage indique qu'il n'y a pas de tendance à court terme, court moyen terme, excusez-moi. Voilà, donc on ne peut pas se fier au nuage. Par contre, la moyenne mobile à 200 séances, c'est l'indicateur qui, dans ce cas de figure, va nous indiquer qu'on est dans une tendance baissière, puisque le nuage nous indique qu'on est plutôt dans une consolidation. Le nuage
il va donner une indication de la tendance sur du court moyen terme, alors que la moyenne mobile à 200 jours, 200 séances, va nous donner une indication qu'on est dans une tendance, pour le coup baissière, mais cette fois-ci pour du moyen long terme. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement je regarde le nuage et la moyenne mobile à 200 jours, parce que voilà, la moyenne mobile à 200 jours, ça va être sur du plus long terme, alors que le nuage va être sur du plus court terme. Ça va pas être du court terme le nuage, mais voilà, ça va être entre le court et moyen terme, alors que la moyenne mobile à 200 jours va être entre le moyen et long terme. Voilà, donc XMR au-dessus, voilà, on va dire sur le nuage. Par contre, on voit que la lagging span n'est pas au-dessus. Donc ça nous indique qu'on n'est pas dans une tendance haussière. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc en fait, ce qu'on peut retenir de cette configuration technique, c'est qu'on est haussier sur du court terme, mais toujours pas sur du long terme, puisqu'on reste sous la moyenne mobile à 200 jours. Et voilà, donc là c'est possible, je dirais, d'envisager un retour à 150 à peu près. C'est la moyenne mobile et c'est le sommet ici. Donc retour à la moyenne mobile à 200 séances. Voilà donc pour ce webinaire spécial crypto-monnaie, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc j'espère que ça a été clair. En conclusion, deux cryptos qui émettent des signaux aussi importants à court terme, le XRP et Stellar. Ça permet de renforcer la perspective, enfin d'améliorer, je dirais, le sentiment sur les cryptos pour du moyen terme. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'on a fait le point bas? Je ne pense pas. Si on a le top 5 des cryptos, enfin 5 sur le top 10 des crypto-monnaies qui évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 séances, dans ce cas-là, on pourrait se dire, bon, il y a quand même pas mal de crypto-monnaies qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de long terme. On pourrait se dire que voilà, on rentre dans un nouveau bull market. Mais pour le moment, il y en a que, allez, une, deux. Le Stellar est en train de tester sa moyenne mobile. Allez, même si on dit que le Stellar a dépassé sa moyenne mobile à 200 séances, il n'y en a que 2 sur 10. 2 sur 10, c'est pas suffisant pour dire qu'on est dans un nouveau bull market sur le marché de crypto-monnaie. Et finalement, la tendance de la captation boursière du marché nous confirme ce sentiment que en fait, on est dans une tendance baissière de long terme, mais que par contre, à court terme, on voit qu'on a une consolidation. Ouais, depuis la mi-septembre, même plus, hein, vous voyez, depuis allez, la mi-août, la captation boursière, en fait, elle oscille autour des 200 milliards de dollars de captation boursière. Vous voyez, sur 3 mois glissants. Donc, on a dépassé les 200 milliards pour la première, enfin, le 8 août. Ensuite, on y est revenu. Pardon, ça c'était 250, pardon. Donc, 200 milliards ont été passés en dessous le 15 août. On est repassé au-dessus, on y repasse en dessous, etc., etc. Donc là, on a une consolidation à court terme. À long terme, on reste dans une tendance baissière. C'est ça qu'il faut retenir en fait sur le marché crypto. En tout cas, on a un sentiment qui s'améliore puisque on a dorénavant, et c'est la première fois depuis pas mal de mois, qu'on a deux cryptos au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours et au-dessus de leur nuage Ishimoku, validé par la Ginspan. Donc voilà, on a une amélioration du sentiment, mais on n'a pas encore de quoi affirmer haut et fort qu'on est dans un nouveau bull market. Parce que ce n'est pas le cas. Faut vraiment qu'on attende le Bitcoin. Voilà, moi ce que j'attends, c'est que le Bitcoin, vraiment, eh bien, sort par le haut de ce nuage, que ça soit confirmé par la Greenspan, et qu'en plus de cela, le prix passe au-dessus de cette moyenne mobile à 200 séances. Là, on aurait, oui, de quoi dire qu'on est dans, ça y est, qu'on a fait un nouveau bull market. Mais tant qu'on reste sous la moyenne mobile à 200 jours, pour moi, la tendance, elle est flat sur le marché des cryptos. Et d'ailleurs, le Bitcoin le résume très bien, vous voyez. Le point bas de février n'a toujours pas été vraiment dépassé. On a eu un nouveau test en juin, un test en août, allez, presque un test en début septembre. Mais voyez, on n'a pas de nouveau plus bas finalement sur le Bitcoin. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir. Le Bitcoin, de toute façon, c'est le leader des cryptos pour le moment. Le Bitcoin est flat. On va avoir peut-être quelques exceptions parmi le top 10, comme le XRP ou le Stellar, qui émettent des signaux haussiers. Mais finalement, le marché en lui-même reste flat. Par contre, si demain, on a un dépassement de la moyenne mobile à 200 séances, il y a des fortes chances, en tout cas c'est mon opinion, hein, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on ait un regain d'appétit pour les crypto-monnaies. Donc en fait tout se joue au niveau de cette moyenne mobile. Alors c'est pas parce qu'on va dépasser la moyenne mobile qu'on va automatiquement avoir un bull market, hein. Il faudra être un petit peu patient, mais je pense que vous avez compris mon analyse. C'est voilà. Pour moi la moyenne mobile à 200 jours et le nuage donne la température des investisseurs sur du long terme. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain webinaire.